Voilà, en attendant de retrouver Marc Goudjano sur ce plateau. Bonjour Henri Yambodé. Bonjour Carole Olaï, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Diaspora qui nous écoutent, la 102.3, et bonjour à toute l'équipe de réalisation qui est à pied d'œuvre donc, pour permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs donc, de nous suivre de façon normale. Voilà, premier sujet à débattre sur ce plateau, réforme sur la décentralisation au Bénin. Et si le gouvernement ouvrait enfin la porte à une relecture? Je crois que le journal Le Quotidien a raison de poser cette préoccupation à sa une, à sa manchette, d'autant plus que, vous savez, que l'avènement du gouvernement de la rupture a induit beaucoup de réformes dans plusieurs secteurs. Et au nom de ce secteur, donc, il y a le secteur donc, de la décentralisation. Il faut dire que depuis l'avènement également de la décentralisation, il y a eu beaucoup de couacs qui ont été relevés. Et le président Patrice Talon, avec son gouvernement, donc, avait décidé de réformer un peu ce secteur-là. On se rappelle bien évidemment de cette rencontre avec les maires où il expliquait de fond en comble la réforme qu'il voulait mener dans ce secteur-là. Et ça n'a pas raté. On a eu donc bien évidemment l'avènement des secrétaires exécutifs et également des cadres techniques des mairies. Mais en son temps, quelle était l'idée? L'idée, c'était de renforcer, bien évidemment, la gouvernance locale. C'est de faire en sorte que les services publics rendus aux citoyens soient améliorés. 3 ans après que cette réforme soit introduite, est-ce que ça porte vraiment les fruits de l'intention qui était derrière cette réforme-là? Et pour ça, je pense que le journal a bien fait de poser donc le jalon, cette préoccupation. Parce que quand vous prenez un peu les communes, vous pouvez en micro, bien, en aparté avec certains responsables, entendre que ce qu'on nous a amené là, ça ne nous avantage pas, mais on est obligé de faire. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas aller faire d'abord une étude sur 2 ans, les 3 ans de cette réforme-là, pour savoir quels ont été les résultats qui sont probants aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir également l'avènement des secrétaires exécutifs? Est-ce que ça a apporté quelque chose de réel aux communes, dans la gestion? Si c'est vrai que les secrétaires exécutifs ont été proposés pour une gestion plus accrue, plus respectueuse de l'orthodoxie financière, il y a quand même des choses également qu'il faut corriger. C'est l'union, la collaboration entre les secrétaires exécutifs et les maires. Est-ce qu'il y a toujours cette collaboration saine entre les secrétaires exécutifs et les maires? Quand on sait que les maires étaient des ordonnateurs des budgets, aujourd'hui, tout est concentré dans la main, bien évidemment, des secrétaires exécutifs, parce que tout simplement, on veut limiter les dégâts, mais également on veut séparer la politique de l'administration. Oui, est-ce que le gouvernement a raison de faire cette réforme? On peut dire oui, parce qu'on sait qu'en son temps, les maires, les premières mandatures, deuxième mandature, même troisième mandature, on sait comment ça a fonctionné. C'est le maire qui est le tout-puissant, qui décide quoi faire, qui décide de tout. Et donc, à un moment donné, il peut agir selon sa conviction politique, selon sa religion politique. Mais ici, il est fait obligation au secrétaire exécutif de faire en sorte que la gestion soit assez sur les priorités, que la gestion soit assez sur ce qui revient bien évidemment à l'administration. C'est-à-dire que, par exemple, s'il s'agit de faire le reprofilage, de tracer les voies ou bien de faire des interventions sur les déserts rurales, il faut que le secrétariat exécutif, avec son bras technique, la direction du service technique, que
qu'on ne cherche pas à savoir si dans telle zone, est-ce qu'il y a des militants de ma formation politique qui sont dans cette zone ou dans cette zone, il y a telle formation politique. Et donc, aujourd'hui, pour faire les travaux, les secrétaires exécutifs, bien évidemment, travaillent sans considération politique. Alors qu'entre-temps, comme je l'avais souligné, pendant les premières mandatures, les secondes mandatures, même la troisième mandature, on faisait les choses par conviction politique. Est-ce que si je le fais, est-ce que cette popularité ou bien cette population, ce quartier, cette localité pourrait m'apporter quelque chose en matière de retour bien de l'électorat? Aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'au niveau de la réforme, est-ce qu'il n'y a pas des choses également à corriger? Toute réforme introduite a forcément, après 2 ans ou bien 3 ans de mise en œuvre, a forcément des choses à corriger. On peut revoir, par exemple, ce pouvoir qui est concentré dans la main du secrétaire exécutif aujourd'hui. On peut revoir également le lien qui existe entre le maire et le lien qui existe entre les chefs d'arrondissement et les secrétaires exécutifs aujourd'hui. Tout est je ne dis pas que tout est à revoir, mais il y a quand même quelques couacs à relever dans la gestion également, dans la collaboration qui est aujourd'hui entre les maires et les secrétaires exécutifs. Maintenant, est-ce que vous pensez que la collaboration aujourd'hui entre les secrétaires exécutifs et les maires favorise vraiment le développement local? Si vous prenez l'exemple donc de certaines communes, vous verrez que sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, il est difficile pour le maire de mettre en œuvre son programme. Il est difficile également pour le secrétaire exécutif ou la secrétaire exécutive de mettre en œuvre son plan d'action. Parce que tout simplement, quand on prend un peu, on remonte un peu, vous voyez, oui, on a constaté un certain nombre de pouvoirs dans les mains de la secrétaire exécutive ou bien du secrétaire exécutif. Mais il y a un comité de supervision qui est là, qui, bien évidemment, fait en sorte que tout ce que fait le secrétaire exécutif, il vient ou bien elle vient rencontre à ce comité-là, à cette commission de supervision, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, qui aussi a un regard de critique sur ce que fait, bien évidemment, le secrétaire exécutif. Mais là, si la trogne, le visage, la tête de secrétaire exécutif ne plaît pas au maire, il peut, puisqu'il est le président de cette commission-là, le superviseur, il peut déjà, avec les membres de ce comité-là, travailler à ce qu'on ne valide pas le rapport d'activité de la secrétaire exécutive ou bien du secrétaire exécutif. Et donc, comme ça, déjà, on crée un climat de tension, on crée un climat où la collaboration, forcément, entre le maire et le secrétaire exécutif va prendre un coup. Mais l'autre chose également, c'est que est-ce que ça concourt vraiment au développement? Le développement, c'est quoi d'abord? Le développement, c'est que les populations, pour les populations, c'est avoir accès à l'eau potable, c'est avoir accès à l'électricité, c'est avoir, bien évidemment, les routes bien tracées et bien d'autres choses. Également, les structures, les marchés locaux, les sites de commercialisation et tout le reste. Mais est-ce que en le faisant comme ça, est-ce que ça permet au maire ou bien à l'autorité communale d'utiliser après ces prérogatives-là pour faire la campagne? Parce que, qu'on le veuille ou non, la fonction politique, le maire est dans une fonction politique et c'est à l'aune de son bilan qu'il peut être relu ou bien il peut remplir. Donc pour moi, quelque part, on peut dire oui, dans certaines communes, ça amène au développement, puisque les résultats sont là. Mais dans d'autres communes, la collaboration entre le maire et le secrétariat exécutif n'est pas... que dire alors de notre commune, la commune d'Abomey-Calavi? La commune d'Abomey-Calavi, il faut dire que on essaie de montrer que la collaboration est saine. On essaie de montrer qu'il n'y a pas de clash entre le maire et la secrétaire exécutive. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles la secrétaire exécutive vous dit, moi je suis technique, moi je suis administrative, je ne cède pas. Mais sur d'autres plans, eux autres, ils sont politiques. Et donc moi, je ne fais pas. D'accord? Et dès que c'est comme ça, vous voyez,
ça crée déjà, pas un manque de confiance, mais ça crée déjà une méfiance sur un certain nombre de faits qu'il ne faut pas se laisser, comment dire, il ne faut pas agir sur certains faits. Par exemple, si le secrétariat exécutif doit monter sur un dossier et que ça a une connotation politique, elle dit non, écoutez, moi je ne réponds pas de ça parce que je suis administrative. Mais de l'autre côté, le maire a, comment dire, a envie d'avoir des résultats, a envie de faire en sorte que les citoyens de sa commune le retrouvent comme une bonne autorité et pas fini, il va utiliser ça pour les campagnes à venir. Voilà. Marc Goudjanou, bienvenue sur ce plateau. Oui, merci beaucoup Carole Alaye. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3. Bonjour Henri. Bonjour Marc. Désolé, merci d'avoir joué mon rôle doublement, d'avoir joué ton rôle doublement. Bon, c'est pas grave. Tu as été mon double aussi parfois. Carole, bonjour. Voilà, réforme sur la décentralisation au Bénin et si le gouvernement ouvrait enfin la porte à une relecture. C'est vrai que la décentralisation qu'on avait connue, d'accord, par le passé n'est plus celle qu'on connaît aujourd'hui à cause d'un certain nombre de réformes que vous évoquez lors de cette question. Mais moi, je serai un peu au milieu par rapport à cette analyse-là, parce qu'il faut remarquer que avec cette réforme et l'arrivée des SE, on sent une concentration accrue du pouvoir, d'accord, au niveau des SE. C'est vrai que le but était d'améliorer la gouvernance locale, d'accord, la gouvernance au niveau de nos communes, où on a compris que, compte tenu des orientations politiques, certains maires qui viennent au poste, n'ayant pas totalement une maîtrise de la gestion administrative, parce que parmi eux, parfois, il y en a qui sont presque, vous m'excusez le terme, démillettrés. Et donc, c'est vrai qu'ils ne travaillent pas seuls, ils sont secondés par, en tout cas, l'administration communale, mais on sent que les orientations politiques font qu'ils prennent des décisions qui ne tiennent pas compte forcément de la gouvernance au niveau de l'administration, de la gestion administrative, comme cela se doit. Mais malheureusement, en ramenant cette gestion administrative dans la main des SE, ça amène à une concentration plus accrue, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la gouvernance locale au sein des SE, de telle sorte que les maires n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Et cela amène à ce que, entre les SE et les maires, il n'y a plus une communication et une gestion, en tout cas, une gestion de concert. Donc, c'est un véritable problème qu'il va falloir analyser, parce que lorsque vous mettez une réforme en place, il y a cette période où il faut quand même s'asseoir pour réfléchir, d'accord, à tout ce que cette réforme a apporté de positif, à tout ce que cette réforme a apporté également de négatif. Et donc, lorsque le bilan sera fait à ce niveau, est-ce qu'il y a nécessité de faire cette relecture-là? S'il y a nécessité, on le fera. Mais une chose est sûre, l'approche qu'on avait prise au départ plutôt, pour pouvoir amener cette réforme est une approche très salvatrice. Parce qu'on avait compris qu'au niveau des mairies, il y avait beaucoup d'irrégularités. Il y avait beaucoup de problèmes de gestion administrative. Et je ne vous apprends rien lorsque vous imaginez le nombre de maires, si on doit prendre en compte, depuis que la décentralisation est née, le nombre de maires qui étaient mêlés à des malversations financières, à des malversations foncières et à beaucoup d'autres choses également. Et donc ça a amené peut-être le législateur à améliorer les choses et à repenser notre forme de décentralisation au Bénin. C'est vrai que la décentralisation, normalement, c'est de laisser la communauté locale, d'accord, décider de son propre sort, décider des orientations liées à ses ambitions, à ses réalisations dans sa commune. Mais aujourd'hui, par exemple, avec le contraste qu'il y a avec les SE et les maires, ça empêche en réalité le réel développement que cela doit apporter.
Vous avez vu, par exemple, au niveau des communes, par exemple, le taux d'exécution des budgets ont été presque... aucun budget n'a pu être réalisé même à 50%. Ça veut dire qu'en dessous même de 50%. Ça veut dire que c'est grave. Il y a méfiance. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas une complicité, d'accord, dans la gestion entre, d'accord, les élus locaux et la SE, de telle sorte que la SE se voit en réalité toute puissante, ou bien tout puissant, de telle sorte qu'il y a un certain nombre de réformes qui rentrent dans la droite ligne de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, peut-être de l'amélioration des voies, de l'amélioration de la qualité d'un certain nombre de réformes d'infrastructures au sein de la commune. Mais du moment où la SE ne donne pas, ou le SE ne donne pas son quitus, ne donne pas son aval, le dossier reste là et ça traîne. Et parfois, ça donne des frustrations, non pas seulement aux populations, mais également aux élus. Parce que, contrairement, d'accord, aux SE qui ont été, je dirais, c'est vrai qui ont été recrutés, qui n'ont pas été élus, d'accord, pour pouvoir jouer un rôle plutôt beaucoup plus administratif. Recruter et tirer. Recruter et tirer, bien que, si on va revenir dans le fond de ce processus, il y a des orientations également politiques. Parce que, en réalité, il y a dans certaines localités, par exemple, où vous allez retrouver des SE qui ont véritablement de problèmes avec leur maire, et c'est parce qu'en analysant, tout ce qu'il fait n'arrange pas. Et donc, on ne cherche pas tous les moyens politiques qu'il faut pour lui créer de problèmes, quitte à ce qu'il parte de là, et qu'on puisse envoyer quelqu'un qui répond, d'accord, aux aspirations et aux besoins du maire qui est là. Et donc, ça donne encore une autre orientation politique à la chose. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il est temps de pouvoir analyser, de pouvoir voir quels sont tout ce qui a été fait de façon positive par rapport à cette réforme et également voir les insuffisances pour pouvoir les corriger à long terme. Parce que, n'oublions pas, on va vers des élections générales. Justement, donc, ouvrir le débat aujourd'hui n'implique pas une responsabilité politique. Oui, ça implique une responsabilité politique forcément. Parce que si vous voulez ouvrir le débat aujourd'hui, qui sont les acteurs qui vont venir à la table? Ce sont les maires, ce sont les élus locaux, d'accord? Et de l'autre côté, il y aura des experts peut-être, d'accord, qui vont apporter leur expertise par rapport à cette question de la décentralisation. Il y aura également des juristes, d'accord, qui vont pouvoir également apporter leur pierre à l'édifice. Mais le résultat final dépendra du politique. D'accord? Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez cet environnement-là, n'oublions pas que c'est un environnement purement politique, puisque il y a des élus locaux qui relèvent d'un clan politique, et il y a d'autres qui relèvent également d'un autre clan politique. Et donc, parfois, les intérêts qui doivent les unir pour pouvoir même donner leur avis de façon objective par rapport à la réforme, parfois, ça les amène à donner des avis subjectifs, parce qu'ils doivent suivre une ligne de conduite que peut-être le chef de l'État ou bien le ministre de la décentralisation à travers peut-être le chef de l'État donne des instructions. Et donc on se dit, si je n'arrive pas à suivre ces instructions, quel est le regard qu'on aura vis-à-vis de moi en ce qui concerne mon appartenance politique? Et donc, même si à un moment donné, ces élus locaux ont des aspirations, ont besoin d'exprimer leur dégoût. C'est comme Henri l'a dit, il y a des maires qui sont fâchés, mais il y en a qui ne pourront pas le dire. Ils ne pourront pas le dire. Il y a des maires qui ont des problèmes avec le SE. Moi, ne pourront pas le dire parce que peut-être le SE qui est là a un soutien politique qui est également dans la même famille politique que le maire en question. Et donc, parfois, il est obligé de subir un peu et peut-être de tirer la sonnette d'alarme via les bases politiques qu'ils ont, via leur siège politique, via leur leader politique, pour pouvoir dire, ah, vous savez, la SE qui est là, elle est de notre famille, mais néanmoins, elle me crée assez de problèmes, je ne sais pas si vous pouvez la voir pour lui dire d'alléger un peu les choses, d'accélérer les choses. Vous voyez, par exemple, au niveau de la mairie de Calavi, par exemple, il y a un véritable problème, par exemple, au niveau de l'affirmation des conventions de vente, où la procédure est tellement lente aujourd'hui parce que la seule personne qui doit décider finalement au niveau, en dernier ressort, c'est la SE. Et elle est prise... Est-ce que ça ne se justifie pas les litiges?
Oui, bon, non, les litiges... l'affirmation des conventions dont parle le MAC n'est pas liée au litige. Parce que, par exemple, vous arrivez donc à payer une parcelle ou bien un domaine. Quand vous faites toutes les formalités, au final, c'est la SE qui signe les papiers. Justement, mais à un moment donné... Est-ce qu'avec les nombreux cas de litige, la SE n'a pas raison de porter des gants et de... Peut-être pour la commune d'Abomey, où il a fait du 39 États, donc a fait secouer beaucoup de gens, a fait secouer même le côté. Mais là, c'est pas pour ça également, parce qu'aujourd'hui, pour acquérir... Je ne la défends pas, mais c'est la réalité. Il y a des formalités à faire, il y a des étapes à suivre. Exactement. Et donc, en suivant ces étapes-là, vous ne pouvez pas aujourd'hui payer une parcelle qui soit en conflit ou bien qui est en litige. Parce que pour payer une parcelle, vous devez aller à la mairie, vérifier et ainsi de suite. Aller à l'IGN, voir si ce n'est pas avant de scier, dans une réserve administrative, voilà, tout le reste. Avant de scier, elle-même a une direction technique qui travaille pour ça, qui vérifie. Donc, vérifie les informations. Dès que le papier arrive à son niveau, normalement, ça doit être signé. Mais ce que de notre marque, c'est vrai. Parce qu'un jour, le maire est monté au créneau pour dire non, on va corriger ça. Et il y avait même organisé une audience foraine pour permettre à ceux qui ont laissé leur convention d'être signés. Et donc, voilà un peu, il y a cette affaire-là également qui est là. Et donc, qui fait justement, vous parliez tantôt des juristes. Est-ce que le cadre juridique est en phase aujourd'hui avec les réalités actuelles? Non, vous savez, le cadre juridique s'adapte aux réalités, en tout cas de chaque zone, ou bien de chaque pays, d'accord? La décentralisation vue aujourd'hui, peut-être en France, ne sera pas la décentralisation vue au Bénin, parce qu'il y a certaines réalités qui ne cadrent pas. Je vous ai souligné tout à l'heure la mauvaise gestion des maires avant cette réforme, qui est un problème qui était très grave, qui était très crucial. Et il faille quand même limiter les dégâts. Et donc, ça veut dire que cette réforme était bien pensée. Juste qu'il y avait quelques insuffisances liées au fait de concentrer tout le pouvoir, d'accord, au niveau des SE. Parce que ça amène le fait qu'il y a la lenteur administrative, il y a la mésentente entre les maires et les SE, ce qui ne profite pas en réalité aux populations. Parce qu'une population, un citoyen, par exemple, qui achète une parcelle, par exemple, qui suit tout le processus, hein, et au niveau de la mairie, il y a les directions techniques, toutes les directions qui doivent aviser, par exemple, avant l'affirmation de la parcelle. Et vous imaginez qu'une parcelle que vous avez payée, moi j'ai eu le cas, hein, une parcelle que vous avez payée, par exemple, depuis 2000, je dis peut-être en 2022 ou 2021, par exemple, jusqu'en 2025, vous n'avez pas encore votre papier d'affirmation. Ça veut dire que 4 ans après, vous imaginez, ça va vous frustrer. Imaginez un instant que l'homme n'est pas Dieu. Imaginez un instant même que la personne, si l'affirmation avait été déjà faite, et que la personne avait même un problème sanitaire et qui nécessitait une urgence, et que la personne était dans l'obligation, par exemple, de céder cette parcelle à quelqu'un d'autre, afin de pouvoir régler son problème, ça veut dire qu'il ne peut pas. Il est bloqué. Parce que lors du dépôt des dossiers, on vous prend les conventions. Et quand on vous prend les conventions, avec quelle convention vous voulez aller même faire de prêt ou bien même décider d'aller vendre votre parcelle? C'est impossible. Ça veut dire que vous êtes bloqué à tous les niveaux. Alors, quelles sont les attentes du peuple aujourd'hui, des citoyens? L'attente, c'est de faire la fusion, d'accord, entre le côté positif, d'accord, de la réforme et également entre le fait de ne pas forcément laisser les maires faire dans l'anarchie comme ils avaient l'habitude de le faire. Et donc, il doit y avoir une étroite collaboration entre les SE et les maires, de telle sorte que le travail final soit au service des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le SE est dans sa dynamique, est dans sa position, est dans sa méfiance. Et donc, le maire qui veut également qu'on réalise un certain nombre de choses, d'infrastructures au niveau local, par exemple, se voit limité dans sa politique qu'il a déjà mise en place. Parce que n'oublions pas que la décentralisation, c'est le pouvoir également pour la communauté. Et dans ce cas précis-là, la communauté ne se sent plus intéressée par la chose parce que ceux qui représentent également cette communauté n'ont plus le droit, par exemple, de pouvoir
exiger un certain nombre de choses qu'on doit réaliser. Et donc tout le monde est confronté totalement à un véritable problème qu'il va falloir réfléchir dessus, apporter des propositions, des solutions. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore fait assez de temps, on a déjà fait assez de temps, d'accord, où il faut peut-être réfléchir à la question, puisque c'est une réforme. Une réforme, ça implique forcément des insuffisances qu'il va falloir corriger avec le temps. Avec le temps. Non, moi je pense que on doit permettre donc qu'on aille également à l'évaluation de la réforme, à l'évaluation de la réforme pour faire sortir les points ou les dispositions, je dirais, qu'il faut ajuster. Et en impliquant également, je dirais, en impliquant bien évidemment les élus locaux, les élus communaux, la société civile, même les citoyens, à une séance pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette nouvelle réforme que nous avons instaurée. Parce que Marc faisait tout à l'heure observer qu'il y a la frustration, effectivement. Quand vous allez voir, par exemple, quand on a, entre-temps, il y a de cela, je dis, lors de la première mandature, deuxième mandature, quand il s'agit, par exemple, de reprofiler, je donne cet exemple-là, des voix, eh bien, le chef d'arrondissement est capable, bien sûr, d'appeler, de demander au maire, monsieur le maire, envoyez-moi les grosses machines là, je veux tracer une voie et tout le reste, on le fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout un travail. C'est le service technique qui s'occupe de ça. Et on demande au secrétaire d'arrondissement d'envoyer les routes sur lesquelles on doit travailler. Donc, il y a tout un travail qui se fait. Je ne vous interromps pas, oui. Mais quand nous prenons les pavés qui mènent à Tado, oui. Vous voyez, depuis quand ils ont voulu fermer les caniveaux à ciel ouvert là. Mais depuis des semaines, nous ne savons pas ce qui bloque ces travaux. Justement, les gens sont... Est-ce la SE? Non, voilà, justement. Parce que c'est un exemple. Oui, oui, voilà, depuis des semaines, depuis plusieurs semaines. Oui, madame, quand vous lancez le débat sous un autre angle. Parce que chaque fois quand vous allez voir les citoyens, la question qui se pose et que vous posez, entre la SE et le maire, qui est interpellé par rapport donc aux réalités donc personne ne regarde la SE. C'est le maire qu'ils ont. Alors que c'est la SE. Tout le pouvoir est concentré dans la main de la SE. À part que le comité de supervision va jeter un regard sur ce plan. Mais c'est la SE qui décide que les machines aillent sur le terrain, que la direction technique descende sur le terrain. C'est la SE qui décide. Et donc, c'est là tout ce que... Ah, si c'est ça, nous lançons un appel à la SE de la commune d'Abomey-Calavi parce que c'est tout un risque pour les enfants qui passent sur cette voie. Moi, précisément, cette voie. Non, il y en a. Ces cas sont légion dans Abomey-Calavi, mais particulièrement là où je parle, c'est des élèves. C'est des élèves, il y a près d'une dizaine d'établissements qui sont dans cette localité. Oui. Et puis, des élèves empruntent cette voie-là, ces pavés-là. Donc, les enfants tombent dans les caniveaux en s'amusant, en se bousculant sur, voilà, sur le pavé-là. Alors, avis à la SE de la commune d'Abomey-Calavi ce matin, si elle est à l'écoute, et au cas où elle ne serait pas à l'écoute, que ses collaborateurs puissent vraiment lui porter le message afin qu'elle fasse diligence et que ces travaux sur ces tronçons soient vraiment effectués parce que ça fait plus de 2 mois que les travaux sont abandonnés. Oui, plus de 2 mois. Plus de 2 mois, plus de 2 mois. Et c'est les enfants qui passent plus sur cette voie-là et leur vie sont en jeu. danger. Je pense qu'il y a mieux à faire, d'accord, au niveau de cette réforme-là, telle qu'on l'a pensée, telle qu'on a voulu, pour plus d'efficacité administrative. C'est qu'il peut y avoir même d'autres cellules de contrôle, par exemple, à la prise de décision du maire par rapport à certaines propositions. Mais que ça ne soit plus dans la main d'un seul individu. Voilà. C'est primordial. Qui fasse sa loi. Oui, c'est primordial parce que, vous voyez, il y a des besoins qui sont là aujourd'hui. Et ces besoins ne sont pas tels que vous l'avez cité, par exemple. C'est pareil, vous prenez devant l'école quartier, un peu vers Kotala, la voie est dégradée, les caniveaux sont ouverts. Voilà. Depuis, vous allez un peu vers la voie qui longe derrière la clôture du CG Abomey-Calavi, par exemple. Vous avez des caniveaux qui sont ouverts un peu partout. Donc, en réalité, il y a tellement de problèmes liés à ça. Mais lorsque vous allez interpeller le maire, et parfois, le maire a raison, c'est qu'il y a peut-être des propositions sur la table
de la SE en ce qui concerne la réparation, l'aménagement de ces lieux-là, mais qui ne sont jamais validés. Et donc, tout le monde va crier, le maire ne fait rien, le maire ne fait rien. Non. Oui, alors que dans le il y a l'ordre de qui, il y a finalement? le budget qui n'est pas exécuté et qui est là, un budget qui est exécuté à 30% ou 30 et quelques %. Justement, à ce niveau-là, c'est pourquoi il parlait de méfiance. On a peur de prendre des décisions. On a peur donc de prendre le devant des choses. Parce que, par exemple, si la SE décide donc de faire ce que vous avez demandé là, oui, si c'était le maire où il n'y avait pas l'avènement des SE, le maire allait se lever un beau matin pour dire, écoutez, allez me refaire cette voie-là. Mais elle peut vérifier et justifier Justement, elle travaille avec des directions là, c'est de l'incompétence et là, c'est le peuple qui souffre. Pas du tout, je ne dirais pas de l'incompétence. Mais vous savez, c'est comme avant même l'installation de la SE, par exemple. C'est toute une chaîne administrative qui est mise en place. Vous avez le ministre de la décentralisation. C'est réduit. Vous avez le préfet. Justement, c'est pour ça que je demande, elle reçoit l'ordre de qui? Maintenant, en dehors de ça, de façon générale, reçoivent l'ordre de qui? Mais Carole, ce n'est pas de l'inefficacité. Parce que lorsqu'on vous dit, je vous donne juste un exemple. Je vais revenir à notre cadre ici. D'accord? Vous avez près de 10 reportages à couvrir dans une journée. D'accord? Et vous ne disposez que de 2 journalistes reporters ou que de 3 journalistes reporters. D'accord? Ou peut-être il y a un besoin accru, d'accord, dans la gestion administrative des choses. Mais vous concentrez, par exemple, c'est la seule personne, par exemple, qui joue le rôle d'RH, qui joue le rôle de caissier, qui joue le rôle de comptable, qui joue plusieurs rôles à la fois. Ça veut dire qu'on concentre beaucoup de services à son niveau, de telle sorte que l'individu est débordé. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez une grande commune comme Abomey-Calavi, par exemple, je vous assure que la SE doit être débordée de travail. Bien que les services techniques travaillent, je vous assure, elle doit être débordée. Non. Si, ça, c'est très sûr. Non. Être débordé n'est pas synonyme de ne pas oui, lorsque vous êtes débordé, oui, c'est synonyme. D'évoluer dans le travail. Il y a également ajouté donc, un regard sur le comité de supervision également, qui également doit faire en sorte que tu vas faire remonter également les insuffisances, les informations. Et également faire part des attentes des populations à la SE pour dire, écoutez, nous avons besoin d'avoir des résultats par rapport à ça et à ça. Parce qu'en retour, c'est le comité de supervision qui valide et qui approuve le plan d'activité de la SE. À ce titre-là, je pense que également le maire aussi a quelque chose. Quand vous posez la question de savoir, oui, elle reçoit l'ordre de qui? Elle reçoit, oui, elle a d'abord sur les aspects techniques, administratifs, elle ne reçoit pas l'ordre du maire. C'est elle qui gère. Maintenant, sur une certaine chose, elle a besoin d'avoir l'aval du comité de supervision. Mais l'autre chose, c'est que quand on prend Abomey-Calavi, oui, c'est vrai que Abomey-Calavi, c'est la plus grosse commune. Il y a un regard sur la commune d'Abomey-Calavi parce que bénéficiant de la proximité avec la commune de Cotonou, mais ça n'empêchera pas qu'on prenne des décisions pour permettre aux populations de souffler. Parce que le cas que vous avez évoqué, ce n'est pas le seul cas. Quand vous allez, par exemple, je prends un cas terre à terre, quand vous allez au niveau donc, de la buvette Les Palmiers Royaux, il y a 3 gros trous qui sont là. Est-ce qu'on va attendre d'abord que l'ordre vienne du haut avant qu'on le reprofile avant d'aller jeter quelques gravats dans ce trou-là pour permettre aux populations de circuler? Non, je pense non. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas à attendre définitivement l'ordre de quelqu'un, mais on peut prendre la décision et répondre après. Par exemple, quand on prend le reprofilage des voies, où il faut attendre d'abord la saison pluvieuse avant de le faire, alors qu'on a passé tout le temps à espérer que les voies soient reprofilées pendant la saison sèche. Donc il y a certaines choses, et quand vous parlez, oui c'est vrai aussi, il faut reconnaître qu'il n'a pas reçu une formation en matière de gestion d'une commune quelque part. Et on ne parle pas seulement l'exemple de la commune d'Abomey-Calavi, mais tous les secrétaires exécutifs, ils ont été recrutés comme ça. Ben bon, il n'y a que la gestion administrative, mais également, en toile de fond, il y a la gestion politique également. Parce que dès que vous prenez une décision et que vous arrivez à satisfaire une zone, et que vous n'arrivez pas à satisfaire une autre zone, et que on pense que vous êtes en acquaintance avec l'autre autorité et vous laissez l'autre. Vous allez appeler un CA aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi, par exemple,
posez-lui un problème, vous allez voir, il va vous dire, appelez appelez non. Ou la SE directement. La SE. Je vous donne juste un exemple pour la question du marché d'Akasato, là, où il y avait tellement de polémiques. Oui. Le premier réflexe que m'a développé, c'est d'appeler le CA, parce que c'est l'autorité. La première personne a interpellé par rapport à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Appelez la SE. Vous voyez, quelque part, on analyse, il y a un problème. Il y a fuite de responsabilité également, parce qu'on estime que c'est tout qui est décidé depuis le secrétariat exécutif. Voilà. C'est une réforme ambitieuse, hein, osons le dire, mais c'est une réforme inachevée. Il y a tellement d'insuffisances inachevées. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que le pouvoir soit dans la main de la communauté, le pouvoir reste toujours dans la main de l'État central. Or, à travers les SE, ce qui ne devait pas être le cas de la décentralisation. Alors, nous allons rester avec cette actualité pour parler des SE révoqués pour des manquements graves. C'est Matin Libre qui en parle et pose le problème de femmes et corruption, la désillusion. Voilà. Des SE révoqués pour des manquements graves, femmes et corruption, la désillusion. Est-ce que vous êtes d'avis, Marc Goudiano? Femmes et corruption, la désillusion. C'est vrai qu'on ne va pas faire le procès des femmes parce qu'on a dit qu'il y a égalité entre la femme et l'homme. Donc, si les femmes ont ce pouvoir-là d'être dans les mêmes dispositions que les hommes et d'occuper les mêmes postes que les hommes, c'est qu'il y aura forcément des femmes qui pourront également avoir la facilité de toucher à l'argent comme certains hommes, à des postes de responsabilité. Donc, moi, je ne vois pas... C'est vrai qu'en temps, on se disait que lorsque vous êtes dans une structure ou bien lorsque vous êtes dans une association ou autre et qu'il y a des femmes, on voudrait quand même toujours confier la gestion financière à la femme. Parce qu'on se dit que la femme gère mieux l'argent que nous les hommes. Mais ce temps est révolu. Hein. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu dans la façon où, imaginez aujourd'hui avec combien d'envie, d'accord, avec combien de vigueur les femmes adorent l'argent. Elles courent derrière l'argent. Elles veulent être au même type de niveau peut-être que certains. Mais la femme a toujours été perçue comme gage je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Et d'éthique. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que la plupart du temps, on confie ces genres de responsabilités comme la comptabilité, par exemple, aux femmes. Mais aujourd'hui, cette réalité n'est plus la même. Du moment où déjà, la femme pense qu'elle doit être au même niveau que l'homme et que la femme pense qu'elle est égale à l'homme, dans notre société, je ne veux pas aller vers l'Occident, dans notre société, ça pose déjà le problème. Parce que quand la femme se met au même pied d'égalité que l'homme, ça veut dire que, c'est-à-dire dans notre société, ça veut dire qu'elle peut faire tout ce que l'homme fait. Et lorsque vous menez tout ce que l'homme fait, vous connaissez les vices liés à certains postes, d'accord, stratégiques qu'occupent les hommes. Donc, du coup, la corruption ne les épargne pas non plus. Parce que quand elles sont là, à un moment donné, même si peut-être ce n'est pas elle-même qui le veut, c'est-à-dire dans l'ambition, parce qu'il y a, osons le dire, hein, il y a certaines femmes qui sont très ambitieuses. Donc, vous n'allez pas remarquer dans leur attitude de tous les jours. Mais quand, donnez-leur, c'est la meilleure façon de pouvoir déterminer la moralité d'une personne, confiez-lui des postes de responsabilité. Donnez-lui la facilité à avoir accès à des moyens donnés, et vous allez voir son vrai visage. Aujourd'hui, vous avez vu, lorsque le journal parle, par exemple, soulève la question des SE, et fait un peu allusion aux femmes, par exemple, qui ont été mêlées, par exemple, à certaines malversations, d'accord, dans la gestion, ça amène réellement le véritable problème de la moralité. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, ne l'occultons pas, l'ambition aujourd'hui, au niveau des femmes dans notre société aujourd'hui, est tellement criarde que on ne se met plus dans la peau de pouvoir servir ou bien de pouvoir être la femme vertueuse qu'on a toujours souhaité, qu'on a toujours voulu avoir. Mais
l'argent a pris le dessus partout. Ou même lorsque vous quittez le nid familial, par exemple, imaginez le nombre de femmes peut-être divorcées et mères célibataires parce que elle rêve d'autre chose, elle rêve d'une grande ambition. Imaginez le nombre de femmes qui ont dû laisser peut-être leur mari et voyager sans prévenir parce qu'elles rêvent d'autre chose. Donc, il y a tellement de cas qui aujourd'hui ne nous permet plus de mettre la femme à part et de mettre l'homme à part par rapport à ces questions liées aux malversations financières. Il y en a. C'est vrai que c'est limite parce que en réalité, les femmes n'occupent pas beaucoup de postes de responsabilité comparativement à l'homme. Mais si on devait mettre par exemple 10 hommes au niveau des postes de responsabilité et mettre 10 femmes également au niveau des mêmes postes de responsabilité et que vous avez 2 cas de malversation, soyez sûr que vous aurez également même plus de 2 cas de malversation au niveau avec les femmes. Est-ce une déception aujourd'hui? Non. Et Henri? Non. Si vous considérez que la femme a des valeurs intrinsèques de bonne gouvernance, a des valeurs de bonne gestion, vous serez déçu. Mais si vous considérez la femme comme étant un être humain, comme toute autre personne, qui a des ambitions, vous ne serez pas déçu. Parce que quand on la remonte à ce niveau-là de pouvoir, quand elle occupe un poste de pouvoir aussi déterminant que le secrétariat exécutif, elle se dit, on a parlé tout à l'heure donc de la concentration donc, de pouvoir. Vous allez voir que elle se rapproche plus de tous les vices, de tout ce qu'il y a comme effet pervers ou bien tout ce qui peut la conduire à faire la corruption. Et pour moi, je ne suis pas dessus. Je vois plutôt que on a affaire à des femmes qui osent. À des femmes qui osent. On a affaire à des femmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, Mac disait tout à l'heure qu'on a travaillé, on a montré aux femmes que vous pouvez occuper donc les postes qu'occupaient les hommes. Vous pouvez faire ce que faisaient les hommes. Mais elles sont mal. Monde, non, c'est pas mauvais. Justement. Mais la conséquence... Mais justement. Justement, c'est la conséquence. C'est la conséquence directe. C'est la conséquence qui amène à nous montrer qu'en fait, c'est l'une des conséquences, la corruption. Si l'homme arrive à détourner, donc, la femme également peut détourner. C'est tout. Lorsque vous prenez par exemple les cas de ceux qui ont détourné par exemple le cas d'Adjara, de Tukutuna, de Tanguieta par exemple. Mais attendez, parmi tous les SE qui ont été installés là, la majeure partie de ceux qui ont eu de cas de malversation, c'est les femmes. Oui, Aujourd'hui, c'est les SE femmes. Donc ça conforte en réalité l'équation que j'étais en train de mettre mais sur place. Mais justement, est-ce que non, n'est-ce pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles ont été facilement manipulées? Non, comment tu fais des falsifications, tu dis tu as été manipulé. Tu prends l'argent, tu facturation, tu dis tu as été manipulé comment? Mais ça a été négocié. Tu avais le choix, oui ou non? La réalité aussi, par exemple, à cette réforme-là, par exemple, c'est que ce qu'on confiait, ce qu'on reprochait, par exemple, au maire, c'est ça. En mettant cette réforme-là aujourd'hui, c'est ce qui met également, fait la lumière sur l'insuffisance de cette réforme. La même chose qu'on reproche au maire au niveau de la gestion, par exemple, où il y a des malversations, il y a telle chose. On a vu des SE le faire. Et puis encore des SE femmes. C'est ça. Vous imaginez? Donc, par exemple, sur le nombre de SE qui ont été installés, ceux qui ont beaucoup plus joué à ce jeu de corruption ou de malversation, ce sont les femmes. Justement, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'elles ne sont pas manipulées? Ça pose le problème en réalité de notre société actuelle. Est-ce qu'elles ne sont pas manipulées? Ma chère Carole, vous voulez justifier une femme qui est arrivée à manipuler... Je ne justifie pas, j'essaie juste d'équilibrer. Une femme qui est arrivée à manipuler les documents administratifs, une femme qui est arrivée à faire la surfacturation, il faut remonter d'abord dans son passé pour voir si, même ces diplômes qu'elle a eus, est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas passé par des chemins... c'est pourquoi je disais des faux diplômes. Non, peut-être l'implication d'un poids politique derrière. C'est pourquoi je dis qu'il y a également la politique voilée derrière la nomination de certaines SE. Mais quand on confie la gestion d'une commune, on attend des résultats de vous, mais vous avez décidé de faire la surfacturation, de manipuler des documents, de chercher les commissions sur des marchés. C'est-à-dire que il faut être d'un niveau de cran pour oser faire ce que ces femmes-là ont fait.
C'est pourquoi moi je dis ça pose, en réalité, ça pose le réel problème. Justement, mais le gouvernement n'est pas allé du dos de la cuillère. Non, non, je n'en discute pas. Mais lorsque vous voyez le débat qui est posé, femmes et corruption, la désillusion, c'est la désillusion de toute une société au fait. Ce n'est pas seulement la désillusion au niveau de la gestion des mairies à travers les SE par exemple, mais c'est de la désillusion de toute une société où les femmes avant sont considérées comme des valeurs. Des exemples. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il faille pour corriger la donne? Éduquer mieux vos enfants. Hein. Éduquer les enfants. Parce toujours que l'éducation. L'éducation et l'environnement également. Les fréquentations. Ça rentre en jeu. Parce que peut-être, vous prenez la maman de ceux-là, par exemple, on ne l'a jamais éduquée dans ce sens. Mais évoluant, voyant l'ambition des autres femmes qu'elle côtoie, voyant leur train de vie, elle s'est dit, voilà, il faut que moi-même, depuis ma position, je peux m'offrir quand même certaines commodités. Et en n'oubliant pas que le prix à payer, c'est que tu salis ton nom, tu salis le nom de ta famille, tu salis le nom des femmes qui sont vertueuses aujourd'hui. Oui. Et ça met en mal toute une société. Où aujourd'hui, par exemple, c'est la même chose que je dis par rapport aux hommes qui occupent des postes de direction, par rapport aux hommes politiques et autres. C'est un jeune. Il faut préciser, les jeunes. Voilà. Il faut toujours crier que les jeunes... alors que c'est les plus vieux même, d'accord? Parmi eux, là, parmi ces politiciens, parmi ces hauts cadres, en réalité, qui font beaucoup plus, qui ne sont pas des exemples. Qui ne sont pas des exemples pour la société. Allez voir leurs enfants. Dépourvus de toute éducation. Oui. Merci. Henri Nyambonnet, merci. Oui. Marc. Non, je pense qu'il y a quelque chose à faire prochainement pour recruter donc les secrétaires exécutifs ou bien dans le lot. Il faut aller faire une enquête de moralité. Ça va permettre, monsieur, de limiter les dégâts. Quand on fait les enquêtes de moralité et qu'on retrouve que vous êtes mêlé peut-être à des manifestations, depuis votre collège, je dis, depuis votre collège, si on peut retracer depuis votre collège, si vous n'avez pas un abonné à la tricherie et tout le reste, détourner les fonds, l'association d'étudiants. Oui. Ou des groupes religieux également. On en connaît qui ont fait, hein, qui n'ont pas une bonne moralité lorsqu'on regarde leur passé, mais qui sont à de grands postes aujourd'hui. Hein. Quand vous les voyez, vous me dites, mais bon, celui-là, on ne peut rien attendre de lui. Un groupe de qualité, vous détournez, vous volez. Vous ne pouvez rien attendre de lui. Merci Henri. Quand il va se retrouver à un poste comme ça, cette fois-ci, c'est